Alors, donc aujourd'hui, voilà, c'est notre premier rencard sur 8 rendez-vous, 8 rencarts que l'on va prévoir en 2022. Donc, les rencarts, c'est avant tout un moment pour se rencontrer soi-même, pour rencontrer d'autres personnes qui sont comme vous en cours de réflexion et également rencontrer l'équipe qui est derrière Cocorico. Par rapport à la soirée, donc vous avez un petit déroulé sur tout ce qui va se passer. Donc, tout d'abord, on va aborder donc, la thématique « Je changerai de job le jour où j'aurai une sécurité financière ». Ça va se passer en 4 parties. Et chacune de ces parties va comporter un petit exercice justement pour vous faire un peu participer dans l'interactivité. Cela sera suivi d'un petit temps de questions-réponses. Puis, nous allons vous présenter nos ateliers. Et enfin, on va terminer par un dernier temps de questions-réponses avant de nous séparer. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet et je laisse la parole à Janita. Alors, écoutez, nous, il y a une question qu'on nous pose pour rentrer dans le vif du sujet très régulièrement chez Cocorico. Depuis que j'y travaille, ça va faire presque près de 3 ans. Mais pourquoi est-ce qu'on encourage les transitions professionnelles? Alors, ce n'est pas qu'on encourage particulièrement la transition professionnelle. Nous, en tout cas, on souhaite, en tout cas, c'est vraiment la volonté de Cocorico, c'est d'accompagner cette transition professionnelle. Parce qu'on se voit très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de sauter le pas et en fait, qui pour beaucoup de freins, ils sont nombreux, en fait, ne passent pas. Ne passe pas à l'action, ne saute pas le pas, de se dire allez c'est parti, je vais vers mon job de rêve, je vais vers mon job idéal. Et en fait ici, si vous êtes ici ce soir, je suppose, en tout cas on devine que certains de vous sont dans ce cas-là, ou en tout cas sont en passe, en réflexion, ou se retrouvent voilà, peut-être en questionnement par rapport au job dans lequel ils sont pour le moment. Et donc, c'était vraiment l'intention de pouvoir un tout petit peu lever certains freins. Et en fait, un des plus grands freins qu'on rencontre, c'est souvent celui de l'argent. On va y revenir dans un instant. J'ai aussi envie de vous partager un chiffre ici, qui sort en fait d'une étude française de 2021, BVA, qui a été relayée d'ailleurs très très récemment dans le Figaro. Et nous, ça nous a frappé. C'est que près de 1 personne sur 2, c'est le nombre de personnes en fait qui ont envisagé en France d'initier ou de réaliser vraiment un changement, une reconversion professionnelle. Donc c'est quand même assez criant que c'est dans l'air du temps en fait de vouloir vraiment bouger. Je pense qu'en plus le contexte actuel est vraiment très favorable en fait à se dire finalement c'est quoi ma place, c'est quoi l'impact que je crée, c'est quoi mon rôle, c'est quoi que j'ai envie de vraiment faire en fait. Et donc comme je vous disais à l'instant, un des tout premiers freins qu'on rencontre quand on est dans cette posture-là et dans cette réflexion-là, c'est lequel? C'est l'argent. 38% excusez-moi, des sondés qui ont répondu à cette étude, en fait, parlent de l'insécurité financière comme entrave principale à leur désir de reconversion. Donc nous, ça nous a frappé, on s'est dit non mais il faut absolument qu'on parle de ce sujet-là. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, derrière cette peur de manquer, cette insécurité financière, sont associées vraiment de nombreuses autres peurs. D'abord, la toute première, c'est vraiment de voir son train de vie réduit. C'est vrai que changer, être dans une reconversion professionnelle et se retrouver en fait dans une espèce d'étape transitoire financière, c'est vrai que c'est changer ses habitudes, c'est revoir peut-être un peu à la baisse certaines de nos habitudes. On a aussi peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Surtout si on n'est pas tout seul, que ça engage peut-être un foyer, un compagnon, une compagne, des enfants. Donc là, effectivement, c'est une grosse peur d'être dans cette insécurité-là. Ensuite, il y a aussi la peur de créer un déséquilibre dans le couple. Alors, c'est vrai qu'on est encore dans une société où il est fort ancré encore dans l'inconscient collectif que l'homme doit gagner plus que sa femme et que dès lors qu'il n'a plus cette contribution-là, c'est OK, du coup, quelle est ma place dans le foyer, qu'est-ce que je fais si je gagne moins, qu'est-ce que les autres vont dire. Et ça amène aussi cette autre peur qui est la peur du regard des autres. Parce qu'en effet, beaucoup des questions qui se posent, c'est OK, en fait, finalement, comment est-ce que mon entourage va réagir? Est-ce que mon entourage va être prêt à m'accompagner dans cette décision, dans ce nouveau choix? Est-ce que tout le monde va l'accueillir de manière positive? Puis surtout, ça va affecter d'une certaine manière votre identité, enfin l'identité qu'on a, c'est-à-dire qu'on revoit complètement son statut social. Et ça, c'est vraiment un énorme frein en fait, qui est sous-jacente à cette peur de manquer. Et enfin, une toute dernière peur qui est là, en filigrane, c'est la peur de perdre de la valeur. En fait, le fait de recommencer à zéro, le fait de ne plus avoir la même légitimité dans son poste, le fait de devoir redevenir un débutant est quelque chose qui, à chaque fois, limite en fait, les personnes à passer le cap. Okay.
Et ce qui est intéressant, je vous ai cité un peu toutes ces peurs, en fait, qui sont sous-jacentes à la peur de manquer. Et en fait, ultimement, il y a une vraie peur qui est complètement, vraiment ancrée dans l'inconscient collectif. C'est une peur vraiment universelle. En réalité, c'est une peur de finir à la rue. Ça paraît complètement fou ici, mais en effet, dans beaucoup des études qui se montrent, finalement, la vraie peur derrière, c'est de dire, OK, je vais peut-être me retrouver, si je fais ce pas-là, dans une telle insécurité que je peux me retrouver à la rue. Et d'ailleurs, ici, j'aimerais vous poser la question, qu'on voit un peu, qu'on prenne un petit peu le pouls des différentes personnes qui sont ici. Qui a déjà eu peur ici de finir à la rue, en fait? Je profile pas mal sur le oui. Je ne sais pas si vous avez une grande majorité, à 72% de oui, j'ai bien eu peur de me retrouver à la rue, contre seulement 28% de non. Donc, je trouve que c'est quand même hyper criant, en fait, de voir cette peur. Là. Donc, vous voyez, 72% d'entre nous a eu cette peur universelle de se dire, OK, je peux finir à la rue. Ça paraît fou. Ça paraît complètement fou parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a vraiment cette peur, cette notion en fait de peur de mourir. C'est très, très bizarre. C'est une mort presque symbolique, en fait, puisque c'est vraiment une mort symbolique de dire, OK, en fait, je ne suis plus à ma place, en fait, dans la société. Peur de perdre sa place, en fait, dans la société, de perdre son statut social, la peur du regard de l'autre. Et là, en fait, j'ai quand même envie de vous poser une question, c'est que c'est une peur, certes, mais est-elle rationnelle pour autant? Parce que quand vous regardez les chiffres, OK, aujourd'hui, il y a 53 000, pardon, excusez-moi, 5 353 000, 5 300 SDF à Bruxelles. Alors, on est bien d'accord que c'est déjà un chiffre qui est énorme et qui est bien trop gros et voilà que ce n'est pas du tout juste. Mais en fait, toute proportion gardée, c'est bien moins inférieur du nombre de personnes qui craignent en fait d'arriver à se retrouver à la rue. Donc finalement, ce n'est pas une peur très rationnelle, c'est vraiment une peur qui est là sous-jacente. Donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre conscience en fait, de se dire que ok, cette peur de manquer, elle n'est pas finalement rationnelle. Très souvent, elle n'est pas rationnelle. Et par contre, elle altère en plus de manière très très profonde la perception que nous avons de nous-mêmes et la valeur que l'on se donne. Et d'ailleurs, je passe le relais là à Manon pour justement aller un peu plus loin là-dedans par rapport à la valeur qu'on se donne. Oui, merci Janita. Alors, on va faire un petit exercice. Voilà. Prenez quelques secondes, concentrez-vous. Si vous deviez mettre un chiffre sur votre valeur ou si vous deviez vous vendre, quel serait ce montant? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Et comment estimeriez-vous ce montant? Qu'est-ce que vous donnez comme valeur et pourquoi vous donnez cette valeur? Donc maintenant, on aimerait bien entendre quelques échos des volontaires qui ont envie de partager. Moi, je vais bien. On a évidemment, on n'a pas vraiment eu le temps de répondre correctement à la question. Je peux juste donner quelques informations. Enfin, les réponses étaient intéressantes parce que d'une part, on a une personne qui pourrait parler des valeurs qu'elle a dans les feedbacks extérieurs très positifs, mais qui se rend compte que si elle doit exprimer sa valeur, elle va être beaucoup plus exigeante et donc la valeur sera moindre. Et d'une autre part, on a une autre personne qui justement a l'impression que le feedback de la société est assez normal et ordinaire, mais elle sent qu'elle a beaucoup plus de potentiel à créer sa propre entreprise et donc du coup pense pouvoir s'exprimer autrement. Malheureusement, ça ne répond pas vraiment à la question, on a bien conscience. C'est un peu court, 8 minutes, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de tout de suite se prendre au jeu. Ça nécessite, oui, un peu de réflexion. Voilà. On a déjà quelques pistes. De mon côté, j'ai du coup pas vraiment eu le temps d'y réfléchir non plus. Je dirais que c'est un peu tôt. J'ai du mal à répondre à la question concernant comment j'exprimerais ma valeur, mais ce serait par rapport à un employeur et donc par rapport au rôle que je pourrais avoir dans son entreprise ou par rapport à moi-même et à mon projet. Ok. Et du coup, si je dois m'exprimer selon ma valeur, c'est par rapport à la situation donnée. Dans l'abstrait, c'est un peu difficile à faire. Ok, parfait. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour le partage. Y a-t-il une deuxième personne qui souhaite partager? Dans notre groupe, en fait, évidemment, sont essentiellement des personnes en reconversion professionnelle. Alors, il y avait dans ce groupe un peu deux cas de figure, si vous voulez, des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur job actuel
et qui du coup sont un peu dans une énergie basse et un peu en manque de confiance en elles-mêmes et qui se mettent une valeur de 4 sur 10. Et puis, il y avait aussi une autre personne qui se met une bonne valeur dans son job actuel, mais qui envisage une nouvelle fonction. Et dans cette nouvelle fonction, elle ne se sent pas... elle pense qu'elle n'a pas encore beaucoup de valeur puisqu'elle débute. Et moi, j'étais personnellement, j'avoue, choquée par la question. Parce que ici, la question est posée en termes de valeur. Combien vous donnez-vous comme valeur? Et alors, sur le plan professionnel, je veux encore bien admettre qu'il soit possible de donner une valeur à quelqu'un. Mais dans l'absolu, je trouve ça choquant. Je trouve qu'on a tous une valeur complètement inestimable, une valeur infinie. Et se donner une valeur en termes de X sur 10, je trouve ça, moi personnellement, ça me choque. Voilà. D'accord, merci pour le partage. Et en tout cas, votre réflexion est aussi très intéressante parce qu'on a tous une très belle valeur, mais justement, beaucoup de personnes, en fait, se donnent la valeur soit de son salaire, soit se sous-estiment. Et en fait, nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la logique capitaliste fonctionne sur la loi de l'offre et de la demande, qui fait que l'argent est souvent utilisé comme étalon de jugement. Et donc, on voit justement que les gens qui ont réagi, c'est par rapport soit à un salaire, soit la situation professionnelle ou des objectifs professionnels qu'on aimerait atteindre. Donc, en fait, on a transposé cette logique du salaire et de la valeur d'un être humain, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est naturel et qui est réellement lié. C'est deux choses tout à fait distinctes, en fait. Mais typiquement, en fait, cette croyance est issue, cette pensée, pardon, est issue d'une croyance collective. Et c'est pourquoi qu'on vous invite maintenant, dans la deuxième partie, d'aller débusquer ces croyances et de voir un petit peu ce qui vous empêche d'avancer. Et maintenant, je laisse la parole à Janita. Oui, alors merci Manon, et c'est vrai que moi je remercie beaucoup Delphine pour le partage qu'elle vient de faire, parce que Delphine, c'était tout à fait l'intention. Effectivement, c'est choquant, c'est tout à fait choquant, et c'est vraiment la raison pour laquelle on est venu vous challenger, pour justement se rendre bien compte que la valeur que l'on se donne, effectivement, n'est absolument ni liée à un salaire, ni liée finalement à beaucoup de choses qui vont être des éléments extérieurs, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est bien le propos en fait de cet échange, de vous réaliser que finalement, c'est souvent la valeur qu'il y a une dissonance finalement entre le salaire, entre finalement tous ces éléments qui sont matériels, qui sont extérieurs à nous, et qui en fait ne définissent absolument pas la valeur de ce que nous sommes. Et c'est vraiment ça ce qu'on souhaite déconstruire en fait ici. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant aussi pour nous, c'est de vous faire comprendre aussi que le rapport qu'on a tous aussi avec l'argent, c'est souvent lié en fait à des croyances qui nous ont été inculquées. En fait, toutes les croyances, elles naissent vraiment d'une éducation, d'une culture, d'un mode de fonctionnement, d'expérience que nous avons eues, en fait, qui viennent vraiment créer des choses, en fait, qu'on prend pour des vérités. On ne questionne absolument pas. On se dit, en fait, c'est comme ça. C'est un état de fait. Et en fait, ça s'inscrit, ces croyances-là, vraiment dans notre rapport à l'argent. C'est de se dire, en fait, finalement, souvent, la relation qu'on va développer en fait avec l'argent vient régulièrement de choses qu'on nous a dites, de choses qu'on a vécues, de phrases qu'on nous a un peu martelées, de postures en fait qu'on nous a invité à avoir. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est de se rendre compte que ce sont des croyances qui ne sont pas des vérités. Et j'aimerais ici justement vous poser la question ici. Est-ce que vous avez des croyances? Est-ce que vous pourrez prendre 2 minutes là pour identifier, on va vous donner une liste de croyances pour venir un peu questionner, tiens, mais c'est quoi finalement votre rapport et vos croyances liées à l'argent? Merci à tous d'avoir répondu. Alors, si on voit un petit peu les pourcentages, ressort, donc il faut travailler dur ou souffrir pour gagner sa vie. Ensuite, les gens perdent leur âme en cherchant à gagner de l'argent. Et le troisième, on ne peut pas gagner d'argent en faisant ce qui nous passionne. Donc, on a quand même ces 3 croyances qui ressortent principalement. Alors justement, Janita, au regard de ce sondage, comment fait-on une fois qu'on a pris conscience justement de ces croyances? En fait, tu viens de tout dire, Manon. Moi, je trouve ça hyper criant parce qu'en fait, c'est souvent les mêmes choses qui ressortent. Et moi, ce que je trouve très intéressant en fait par rapport aux croyances, c'est que
elles impactent vraiment toute votre manière de penser, en fait, d'aborder la vie, d'aborder les choses. Et évidemment, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, eh ben, c'est très, très criant, en fait, la manière dont, justement, ça va vous freiner. Et tu viens de le dire, en fait, hein, Manon, une des premières manières de dépasser ses croyances, la toute première manière, c'est d'en prendre conscience. Et donc, c'est vraiment quelque chose ici que je vous inviterai à faire tranquillement aussi après, parce que là, on est on a un peu pressé par le temps, et voilà, mais n'hésitez pas à repartir vraiment dans vos cahiers et d'aller noter, en fait, tout ce qui vous vient par rapport à l'argent. Et vous remarquerez que très régulièrement, en fait, ce sont des croyances qui vous ont été apprises, que vous avez vraiment cultivées et que vous avez pris pour vérité. Et en fait, le simple fait, donc la première étape d'en prendre conscience, c'est déjà faire un pas vers, OK, en fait, là, je rentre déjà dans cette dynamique de changement. La deuxième étape pour dépasser ces croyances, c'est de se demander, mais tiens, quand je regarde cette liste de croyances, finalement, est-ce que ce sont des croyances qui me freinent ou est-ce que ce sont des croyances à l'inverse qui me donnent des ailes, hein? Dans le cas où elles me freinent, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et dans le cas où, à l'inverse, elles vous donnent des ailes, c'est ce qu'on appelle des croyances portantes. Et il va sans dire que dans n'importe quelle reconversion, en tout cas processus de changement, on va vous encourager à aller vers des croyances portantes. Et ça, c'est la troisième étape, en fait, qui vous permet de dépasser vos croyances. C'est de justement de se dire, si elles me freinent, comment est-ce que je fais pour les positiver? Comment est-ce que je retraduis, en fait, toutes ces croyances qui me limitent en des croyances positives et portantes? Et en fait, pour ce faire, il faut trouver vraiment la manière de transformer ces phrases en des phrases positives, ce qui va vraiment vous permettre de pouvoir aller développer ces croyances portantes et de vous les répéter et de pouvoir vraiment vous les approprier. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre en fait de dépasser ces croyances. Donc, vous l'aurez compris qu'en fait, la vraie posture, c'est pas vraiment de se dire est-ce que ma croyance, elle est vraie ou fausse, mais c'est plutôt vraiment de voir quel impact elle a dans votre vie. Et ça vaut ici pour les croyances liées à l'argent. Je vous invite vraiment à le faire pour pas mal de choses parce que c'est très intéressant de prendre conscience de ça et de se dire, voilà, dès lors que j'ai une croyance qui me freine, comment est-ce que je fais pour la transformer pour qu'elle devienne une croyance portante? Si c'est un sujet qui vous intéresse, notamment un de nos ateliers Move On va très très loin là-dedans. C'est vraiment, vraiment la démarche de dire, OK, comment est-ce que je lève mes freins et mes blocages? On y reviendra dans 2 minutes. Alors, ici, on a beaucoup parlé des croyances et vous allez me dire, oui, mais t'es bien gentille, Jainta, c'est bien joli tout ça, c'est hyper positif de transformer mes croyances en quelque chose de positif. Mais bon, moi, ça ne change rien un peu à ma situation. Je dois bien nourrir mes enfants, je dois bien payer mon loyer, j'ai bien un crédit à payer. Enfin, ça, évidemment, on entend parce qu'il ne s'agit pas simplement de se dire on va transformer des croyances. Il faut aussi se dire, tiens, concrètement, comment est-ce que j'aborde aussi ces contraintes réelles? Comment est-ce que je fais vraiment pour pouvoir un peu transformer ces contraintes réelles pour les amoindrir? Et c'est ici, dans cette troisième partie, qu'on va vous inviter vraiment à découvrir des pistes concrètes pour pouvoir dépasser ces freins et ces difficultés, ces contraintes qui font partie quand même de la vie de tout un chacun. Et je te repasse le relais du coup, Manon. Merci, Janita. Donc aujourd'hui, le défi est double, car en transition professionnelle, en plus de subvenir à ses besoins quotidiens, on ne peut pas toujours garder le même niveau de vie lorsqu'on repart à zéro ou qu'on change de terrain professionnel. Donc on se pose la question, mais comment se financer pendant cette transition et garder le même niveau de vie après? Donc tout d'abord, une chose très concrète à faire, c'est d'éplucher ses comptes, mais vraiment aller dans les moindres détails. Car à moins d'avoir une épargne très importante ou de pouvoir compter sur les revenus d'un partenaire, la reconversion implique de réduire ses dépenses. Donc, c'est vraiment important de distinguer avec la plus grande transparence et lucidité ce qui est indispensable et ce qui est superflu. Donc, évidemment, ça dépend de chacun, des rythmes de vie, des priorités professionnelles, de son caractère, de ses habitudes. Mais pour aller dans le concret, vous allez avoir un beau petit fichier Excel où vous voyez en fait plusieurs catégories de dépenses. Donc, les premières sont les dépenses indispensables, comme le loyer, se chauffer, l'eau, se nourrir, se vêtir. Ensuite, les dépenses plaisir, puis l'épargne. Sur base de ce tableau, vous pouvez quand même voir, une fois que vous le complétez, noir sur blanc, vraiment, où vont
où va votre argent? Et en effet, l'exercice, c'est se dire, OK, même un café à 2 euros, je vais le mettre dans mes dépenses. Il faut aussi réfléchir aux choses finalement que l'on fait par habitude, parce que c'est un Uber Eats un soir de flemme, aller une fois, 2 fois dans la semaine, ou l'abonnement Basic Fit. On n'a pas mis les pieds depuis 3 mois. Ce sont des choses qu'on pourrait justement arrêter ou diminuer. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions et être honnête et franc avec soi-même. Cela n'est pas impossible, mais voilà, ça nécessite des efforts de faire face à ses dépenses et à son argent. Mais tout de même, ne soyez pas trop dur et strict envers vous-même. Un peu d'indulgence. Si ce petit café ou ce resto vous fait plaisir de temps en temps, continuez. C'est important quand même de garder quand même un plaisir dans la vie. Mais surtout, en tout cas, c'est l'occasion de décortiquer ce qu'on attend de l'argent, de ce que cache notre peur d'en manquer et aussi notre envie d'en gagner plus. Il faut également penser à anticiper. Donc, si vous avez déjà une idée d'un projet professionnel, il faut se pencher sur éventuellement un petit plan financier, un business plan, voir ce qu'on aimerait gagner à long terme et moyen terme. Donc, il faut vraiment se poser et voir tout ce qui est possible en post-reconversion. Quel prix on est vraiment prêt à payer pour son épanouissement personnel. Enfin, saisir les coups de pouce. Alors, les coups de pouce, ça peut être l'aide de la famille, c'est donc l'argent du cœur, donc un parent, un oncle qui est prêt à vous donner un petit coup de pouce. Il faut savoir accepter ça, mais également se renseigner sur des aides à la reconversion professionnelle. Ça peut être aussi simplement le chômage, ne pas avoir peur ou honte de passer par le chômage un certain temps, passer par des centres d'accompagnement ou des coopératives. Donc, il y a vraiment plein de choses qui existent sur le marché, mais il faut vraiment prendre le temps de se renseigner, de peser le pour et le contre et voir vraiment ce qui correspond à notre situation. Je laisse maintenant la parole à Janita pour la suite. Alors, merci beaucoup, Manon. Merci pour ces pistes très concrètes. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même très important ici, Cindy, nous poser la question qu'est-ce qu'on entend par prévoyant? J'espère, Cindy, que j'ai répondu à ta question dans le chat. Parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect très concret de se dire, OK, comment est-ce que j'aborde, comment est-ce que je regarde la situation vraiment dans les yeux avec la réalité, comme on disait, les contraintes réelles. Donc, je pense que ces pistes-là sont hyper clés à mettre en place et à réfléchir lorsqu'on aborde une transition professionnelle. Mais j'ai aussi envie, moi, d'apporter cette touche un tout petit peu plus méta, un tout petit peu plus, qui est plus large. C'est finalement, mais où est-ce que vous vous situez, vous, en fait, en tant qu'individu là-dedans? Comment est-ce qu'en fait, on essaye de trouver, nous, son rapport à l'argent, le positionnement qu'on a? Comment est-ce qu'on se place, en fait, chacun, avec ses croyances dont on vous a parlé, avec cette organisation dont on vous a parlé, finalement, comment est-ce que j'aborde ça? Et ici, j'ai vraiment envie de vous rappeler quelque chose de très important, c'est que l'argent est une énergie qui circule au vrai sens du terme, et qu'il y a 3 moyens en fait de faire circuler cet argent. C'est soit de la faire entrer, c'est la manière dont on aimerait qu'elle circule le mieux, on est bien d'accord. La seconde, c'est la sortie, c'est vraiment comment est-ce qu'elle sort, et ensuite comment est-ce qu'elle reste. C'est vraiment ça, le mouvement de l'argent, c'est entrer, sortir, rester. C'est ça qu'il s'agit. Et en fait, c'est là où on a des profils vraiment tout à fait différents. Face à l'argent, on en a 3 notamment, les 3 les plus grands en tout cas. Il y a la posture de l'écureuil. Alors l'écureuil, on vous a mis une petite photo ici de ce petit écureuil là qui est en train de ranger son argent. L'écureuil, c'est l'économe. C'est vraiment celui pour qui c'est assez facile en fait de faire rentrer l'argent, mais par contre, il peine terriblement à le dépenser. Okay. Il amasse, vraiment comme le petit écureuil là, qui va ranger ses petites noisettes, vous voyez bien l'image, mais par contre, il va vraiment être au taquet, à la réflexion, au centime près de se dire, OK, mais comment est-ce que je le dépense? Où est-ce que je l'investis? Et l'écureuil, il a aussi une projection quand même assez positive sur l'argent, quelque chose qui projette vraiment de se dire, OK, l'argent, c'est la sécurité. L'argent, c'est le bonheur. C'est vraiment un gage de sécurité, l'argent. Mais du coup, de ce fait-là, c'est aussi un gage d'angoisse terrible, parce que si j'en ai pas ou si je dépense trop, je suis surangoissée, quoi. Et donc, typiquement, l'écureuil, ça va être
un profil qui va vraiment avoir du mal à s'engager justement dans cette transition professionnelle parce qu'il va se dire, oulala, méga risque, quoi. Donc, voilà. Sabotage, ça c'est le second profil. Lui, dans ce profil-là, c'est vraiment le dépensier. C'est lui, à l'inverse, il va alors peut-être pas attirer autant l'argent vers lui, mais par contre, il va vraiment pas avoir de difficulté en fait à le faire sortir. Il va pas pouvoir le garder. Très généralement, l'argent déjà n'arrive pas aussi bien que pour l'écureuil. Il va plutôt contracter des dettes. Il va avoir cette tendance un tout petit peu à devoir de l'argent ici et là. Et lui, par contre, il va avoir des projections relativement négatives sur l'argent. C'est vraiment un peu l'altruiste. Il va trouver que vraiment l'argent, c'est source de conflit, souvent source d'injustice. Donc, il n'a pas du tout une projection positive sur l'argent par rapport à l'écureuil. C'est aussi une source de compensation terrible, l'argent, c'est-à-dire que lui, il va avoir aussi un peu cette tendance à, vite, pour l'éloigner de lui, à dépenser, à essayer d'acheter tout plein de choses, mais finalement, on compense. Et donc, ce n'est pas tout à fait juste. Et c'est typiquement quelqu'un qui, dans son profil, a du mal, en fait, à négocier son salaire. Parce que c'est très, très lié à la question qu'on vous avait posée tout à l'heure. Mais il va avoir du mal vraiment à se donner, en fait, aussi la juste valeur, la valeur. Okay, il va vouloir mettre un chiffre et ça va plutôt être quelqu'un qui va avoir tendance à toujours voir au rabais ou avoir cette peur de légitimité, cette peur de posture, le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est pour le saboteur. Et le troisième profil qu'on voulait vous présenter ce soir, c'était le montagne russe. Alors lui, c'est l'excessif chronique en fait. Lui, c'est typiquement en fait le profil. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il n'y a rien qui reste. En gros, il amasse pas mal d'argent, donc il n'a pas de mal comme l'écureuil, il n'a pas de mal à l'attirer, mais alors par contre, il faut tout de suite que ça ressorte. Donc c'est quand même une énergie très mouvante comme ça, qui est absolument, qui est quand même pas très stable finalement, parce que ça ne va pas sur le durable, c'est très difficile de s'engager. Enfin voilà, on a. Et alors par contre, la projection qu'ils font sur l'argent est plutôt positive et négative. Il est vraiment à la croisée des chemins entre l'écureuil et le saboteur. Et donc pour ce profil-là, il a quand même cette tendance à avoir vraiment une difficulté à trouver l'équilibre. Okay, donc, il est toujours un tout petit peu flottant comme ça. Mais il n'a pas assez. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, ici, peut-être, je ne sais pas si ça vous a parlé, ces différents profils ou pas. Peut-être juste pour prendre un tout petit peu le pouls, on pourrait envoyer un petit sondage pour voir si certains de vous se reconnaissent dans un de ces trois profils et du coup, lequel. Ou il y en aura peut-être aucun. Il y en a quand même encore d'autres, des profils, évidemment, où on vous présente ceux qui sont les plus en vogue, on va dire. Une grosse tendance d'écureuil quand même. Je lis pour tout le monde. Et celui qui n'arrive pas à le faire entrer et qui ne sait donc pas le faire sortir. Généralement, c'est sabotage, Joël, ici. Vraiment, c'est très, 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 très typique du sabotage. J'en connais un petit rayon puisque je suis moi-même dans ce profil. Mais c'est vraiment que, en fait, l'argent, généralement, n'arrive pas parce qu'on ne se donne pas la valeur. Parce qu'on estime en fait que ce qu'on fait, soit n'a pas la valeur, ou alors qu'on prend tellement de plaisir à le faire qu'en fait, ça ne doit pas être payé. Et donc, en effet, on a un peu tendance à, dans cette posture-là, à ne pas attirer l'argent. Et donc, je vais vous donner des pistes dans 2 minutes, Joël. Donc, du coup, je pense que ça répondra à ta question. Au final, la tendance est vraiment nette. C'est l'écureuil qui l'emporte. Ouais. Grande tendance du sondage ce soir. Donc, Janita, donc justement, en parlant des pistes, peux-tu nous en dire plus et en commençant par l'écureuil? Alors d'abord, ça ne m'étonne absolument pas parce que voilà, on est quand même on est ici dans un rencard sur la transition professionnelle. Donc on est tous des personnes, enfin voilà, ici a priori la plupart d'entre vous sont en transition, ils sont en réflexion. Et très régulièrement on se rend compte que c'est vraiment ceux qui ont le plus de difficultés. C'est souvent des écureuils en fait. C'est souvent des écureuils qui n'arrivent pas à passer le pas parce que voilà, trop d'insécurité, trop de difficultés. Moi d'abord, ce que j'ai envie de déconstruire, avant de vous parler de certaines petites pistes de réflexion en tout cas. C'est qu'il n'y a pas de bon ou de meilleur profil ou de profil qui n'est pas bien. Enfin voilà, on est tous un peu égaux par rapport à ça. Ça, c'est un peu rassurant. C'est que la vraie question, le vrai enjeu, c'est que chacun, quel que soit le profil qu'il est, c'est de trouver cet équilibre en fait sur la manière dont il va pouvoir aborder son rapport à l'argent, sa relation avec l'argent, et comment est-ce qu'il va pouvoir en fait, en prenant conscience de ça, dépasser certains de ses freins pour pouvoir passer à l'action et on va envisager cette transition professionnelle. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaie d'encourager en tout cas ici. Et donc, l'écureuil, en l'occurrence, qu'est-ce qui le bloque réellement
je crois que vous l'aurez entendu, son gros défi, c'est vraiment de travailler sa sécurité intérieure. C'est vraiment que, en fait, le fait, comme je vous expliquais à l'instant, qu'on projette la sécurité, qu'on projette la stabilité sur l'argent, sur le salaire, sur le bon travail, c'est que finalement, en fait, on le projette sur des choses qui sont extérieures. Et donc, nous, l'invitation ici, c'est vraiment d'abord de prendre conscience que finalement, ce n'est pas l'extérieur, en fait, qui donne la valeur, et encore plus, de travailler vraiment sur cette notion de sécurité intérieure, c'est d'aller récupérer son pouvoir et sa sécurité intérieure. Et dès lors qu'on arrive à faire ça et qu'on arrive un peu à aller déconstruire ça, ça va amener quand même une posture beaucoup plus sereine par rapport à l'argent. Ça, c'est pour l'écureuil. Pour le saboteur, lui, la proposition en fait, qu'on a, c'est d'identifier vraiment ce qu'il va pouvoir faire avec l'argent, pour pouvoir justement déconstruire ce rapport très négatif ou très injuste en fait avec l'argent, c'est de se dire non, je lui donne un sens négatif, je vais vraiment l'investir en moi ou dans un projet positif vraiment qui me permet de vraiment faire rayonner mes compétences, ce que je sais faire, et donc de vraiment développer un rapport plus positif en fait avec son projet et donc du coup avec l'argent. Et de ce fait, il va avoir une posture où il va être beaucoup plus fort pour pouvoir déjà oser négocier son salaire, d'abord, évaluer son travail à sa juste valeur, et s'il en a besoin, d'accepter même une aide financière et de se dire, OK, j'ai le droit, je peux faire ça. Et enfin, pour le profil montagne russe, lui, c'est vraiment, il se retrouve en fait le profil montagne russe un peu à la croisée des chemins entre l'écureuil et le saboteur. Donc, il doit un peu travailler sur l'aspect aussi écureuil, donc cette sécurité intérieure, et sur s'investir dans un projet vraiment durable. Mais le montagne russe, lui, il a vraiment une vraie peur. C'est plus la peur de l'engagement. C'est de se dire, OK, là, je m'engage, je vais… En fait, lui, il va avoir peur, en fait, de perdre sa liberté à travers l'engagement. Donc, lui, il va vraiment devoir travailler sur cette peur de l'engagement et peut-être de trouver vraiment le projet durable dans lequel il va pouvoir s'investir. Donc, voilà, c'est des petites pistes ici qui vous permettent… Alors, on ne peut pas tout déconstruire, ça, c'est sûr qu'on le fait de manière plus profonde en atelier. Mais ici, c'est vraiment des pistes qui vous permettent un petit peu de réfléchir si vous vous situez sur l'un ou l'autre profil. Mais comme je vous disais, c'est vraiment de garder en tout cas de cette notion que l'argent est une énergie et que le but, c'est vraiment de trouver un équilibre en fait entre cette énergie du donner, garder et recevoir, de vraiment trouver une posture qui est vraiment fluide entre je garde, je sors et je reçois. En fait, c'est vraiment ça. Et dans tous les cas de figure aussi, c'est de cultiver vraiment une posture aussi de lâcher prise. Parce que très, très souvent, effectivement, il n'y a rien à faire. L'argent, c'est une question qui nous met tous en tension, qui nous crispe, en fait. Et de savoir aussi de se dire, OK, voilà, moi, je me situe où par rapport à ça? Où sont mes croyances? Où est ma posture? Où est mon profil? Et comment est-ce que je lâche, en fait, par rapport à ce qui doit être déconstruit? La dernière chose, et ça, c'est vraiment une tendance ici qu'on voit de plus en plus émerger, c'est qu'en fait, il y a un quatrième profil qui émerge de plus en plus. Peut-être que vous reconnaîtrez, en tout cas, je vous le souhaite, là-dedans. C'est vraiment un nouveau profil qui émerge depuis ces dernières années. C'est vraiment le profil qui considère, en fait, que l'argent est une conséquence du plaisir que j'ai à œuvrer. Œuvrer, j'entends par là vraiment le fait de pouvoir faire rayonner ce que je dois faire, ma mission de vie, de se dire, OK, là, je trouve vraiment le projet, moi, qui m'emballe, le projet où je suis vraiment à ma place, et donc de pouvoir vraiment être dans une posture de se dire, OK, en fait, finalement, l'argent n'est qu'un moyen de me permettre d'œuvrer et de pouvoir vraiment mettre en avant ma mission de vie, en fait. Et ça, vraiment, ça va. C'est souvent en fait des gens qui sont dans une posture beaucoup plus de confiance, que l'argent en fait est juste un moyen en fait de soutenir leur projet. Vous voyez, c'est juste un moyen. Ce n'est que ça, ok. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui va avoir du coup d'avoir travaillé cette posture, qui va avoir nourri une forme de sécurité intérieure et qui va faire beaucoup moins de projections en fait négatives ou positives sur l'argent en fait. Comme je vous dis, il le voit vraiment comme un outil, quoi. Okay. Et donc ça, c'est un peu la tendance qu'on voit souvent, et surtout quand on est en transition professionnelle, lorsqu'on est allé vraiment très profondément dans cette question-là, on arrive vraiment à tendre vers ce profil-là, cette posture-là. Voilà, je pense que ici,
on arrive un peu à terme des différentes choses qu'on voulait vous partager. Donc, ces différentes pistes très concrètes, vous faire prendre conscience que l'argent, c'est très, très lié à des croyances limitantes ou des croyances portantes, que c'est aussi très lié à différents profils. Donc, du coup, la relation qu'on engage avec l'argent est liée à ces différents profils. Ce sont évidemment des grandes lignes avec le temps qui nous est imparti ici. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura permis d'avoir certaines réflexions, certaines prises de conscience, peut-être des petites pépites avec lesquelles vous repartirez. Et avant de passer juste à la suite, peut-être que vous avez encore des questions. Je vois qu'il y en a deux. Je voulais partager ma découverte au fait, de l'outil que Manon vous a présenté, qui est un peu barbare, j'ai envie de dire comme ça, de première vue, et vous avez compris, comme c'est un écureuil, pour elle, c'est tout à fait normal et logique de partager cet outil. Mais donc moi, qui ne suis pas un écureuil, je ne dévoilerai pas la suite, j'ai vraiment joué le jeu. Moi, j'étais assez estomaquée, en fait, quand j'ai vraiment pris le temps. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, c'était vraiment assez compliqué. Mais de vraiment me rendre compte, en fait, de la différence entre, en fait, finalement, de quoi j'ai besoin, en fait, pour vivre. Pour vivre. Quels sont le premier tableau, là, Manon, les trucs de base. Et puis, finalement, de me rendre compte que consciemment, je choisissais aussi de ne pas lésiner sur le plaisir, de ne pas lésiner, mais de me rendre compte, en fait, visuellement, OK, pour faire tout ce que tu as envie de faire, tu as besoin d'autant, en fait. Et ça m'a vraiment énormément éclairé sur mes besoins, et potentiellement aussi, ça m'a éclairé sur une éventuelle réflexion sur le salaire dont j'ai besoin, etc. Voilà, j'avais juste envie de partager parce que comme ça paraissait un petit peu intense, mais si vous faites vraiment le jeu, si vous prenez le temps de le faire, alors moi, je n'avais pas été dans le détail du café le lundi matin au pain quotidien, mais vraiment, voilà, je voulais juste partager ça. Et j'espère qu'il y a des questions maintenant. Oui, on a une question. Super, je vois Benjamin qui a levé la main. Pardon, Janita, mais sur le tableau Excel, vous avez aussi une partie pour mettre vos rentrées d'argent. C'est aussi important. Voir ce qui rentre et ce qui sort. Donc voilà, vous aurez tout dans le fichier en 2 onglets. Benjamin. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir. Pour moi, je voulais plus partager une réflexion plus qu'une question, ou alors c'est une question que j'ai introspective et que je vais partager à haute voix comme une réflexion, et qui me vient après une expérience que j'ai eue hier avec un rendez-vous avec un coach en business pour créer mon activité. Et en même temps, ce soir, quand j'ai entendu le 4e profil, pour moi, ça illustre plutôt ce shift de nouveau paradigme dans lequel on entre, dans l'évolution de conscience. Et si on sort de nos croyances limitantes, où on est dans la négativité, les peurs, etc., on peut être dans tel ou tel profil. Et si on transforme tout ça, quel est les nouveaux profils correspondent au nouveau paradigme, en fait, c'est qu'est-ce que j'apporte. Et hier, avec le coach que j'ai rencontré, j'étais complètement chamboulé dans mon système de croyance parce qu'il offrait un accompagnement. Quand je demandais des précisions sur les tarifs, c'était gratuit. La première partie de son accompagnement était gratuite. Et il me dit jusqu'à ce que ton activité commence à engranger des revenus, alors tu peux passer au niveau supérieur dans mon accompagnement et là, il y a une rétribution. Et il me dit, je fais ça en copiant le schéma naturel de la nature, qui est généreux, qui investit, qui sème des graines. Donc, avec toi, je vais semer des graines, je t'accompagne, et puis, quand ça commence à prendre, on récolte les fruits ensemble. Mais bon, mais c'est cadré, c'est chiffré. Je ne vais pas avoir la mauvaise surprise qui va réclamer tout mon argent, c'est pas ça. Mais ça m'a chamboulé quand je l'ai entendu, ça m'a chamboulé dans mon système de croyance où moi, j'étais déjà dans mes peurs de combien il va demander et j'ai pas d'argent pour investir dans un accompagnement, dans un coach business, etc. Et il est venu vraiment, quand j'ai découvert ça, le fait que lui soit dans ce nouveau paradigme, c'est venu bousculer mes peurs de mon système de croyance que j'ai encore de cet ancien paradigme. Ah, j'ai pas d'argent pour me payer un accompagnement, quoi. Et voilà, c'est la réflexion que j'ai, c'est en shiftant nos systèmes de croyances pour coller au nouveau paradigme,
j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui uplift, qui élève, qui fait tremplin. Merci beaucoup Benjamin. J'ai trouvé vraiment, c'est un partage hyper enrichissant, hyper éclairant. Je trouve ça très très juste et en plus c'est effectivement un partage. Je voyais dans le chat Cindy, je crois qu'il disait que c'est un peu ce que nous faisons. C'est vrai que la démarche Cocorico a été très longtemps là-dessus aussi, de se dire voilà, d'essayer de changer, en tout cas de venir avec vraiment des modèles qui soient différents et juste pour chacun, pour pouvoir investir en soi, investir dans les autres, investir dans la société. Enfin vraiment c'est ça, pouvoir faire rayonner. Mais merci de ce partage qui est très, très éclairant, Benjamin. Et donc, je vois qu'il y a une autre petite main de Joël. Alors, une dernière petite question ou peut-être partage. Ici, Joël, je te laisse la parole. Et quand on a le sentiment qu'on n'a rien à offrir. De mon exemple personnel, je suis dans une situation où je suis depuis 9 ans dans ce qu'on appelle un bullshit job, à tel point que j'ai le sentiment d'en avoir perdu toutes mes compétences. Même ce que j'aimais faire, je n'aime plus le faire. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort dans ces cas-là quand on ne croit même plus en ses propres compétences? On est totalement, forcément incapable de mettre un chiffre sur ce qu'on peut proposer. On ne sait pas se vendre parce que de toute façon, déjà moi, vendre n'a jamais été mon fort. Me vendre moi-même, certainement pas. Alors vendre quelque chose d'autre, n'en parlons même pas. Donc, lancer ma propre entreprise ou ma propre activité, ça me paraît complètement délirant parce que je serais totalement incapable de l'assumer. Mais même quand il s'agit de postuler ailleurs, c'est comment est-ce qu'on peut se vendre quand depuis 9 ans, on a le sentiment que on a laissé toutes ses compétences de côté et que finalement, on a perdu toute employabilité. En fait. Waouh, merci de ce partage, Joël. Déjà, c'est super de nous faire tous confiance ici avec ce partage. Et alors, c'est évidemment une question hyper prenante parce que je crois, moi, dans ce que j'entends, il y a plusieurs choses. D'abord, tu as utilisé le terme quand on croit qu'on n'a plus les compétences. Tu l'as dit toi-même, hein. Je reformule. Mais on a quand on croit. L'envie par rapport à ces compétences. Mais voilà, mais en fait, j'étais un peu challengeante de manière assez... voilà, c'était fait exprès parce que d'abord, je crois qu'il y a beaucoup de croyances dans ce que tu nommes ici. Donc ça pourrait déjà être intéressant de pouvoir les lister, prendre conscience déjà. Comme on l'a nommé ici, là tu ne parlais pas forcément d'argent, mais il en va de même vraiment par rapport à finalement, quand je regarde mon parcours professionnel, se dire, ah mais mince, finalement, que je n'ai pas de compétences, qu'est-ce que je peux valoriser et tout, c'est aussi très très lié à les croyances. Par contre, c'est certain qu'on a été 9 ans, comme c'est dans ton cas, dans un boulot où finalement, on sent qu'on ne mobilise plus les mêmes, les compétences qu'on a envie de mobiliser ou que c'est redondant et qu'on ne se retrouve plus, il va s'en dire que c'est très très difficile d'avoir en fait un regard, j'ai envie de dire, objectif. Et moi, mon invitation, on va présenter les ateliers dans 2 minutes, c'est justement d'aller réfléchir un tout petit peu, de prendre du temps pour toi et de te distancer par rapport à ça. Parce qu'en fait, tu te rendras compte que si tu prends le temps de déconstruire toutes tes compétences, celles que tu mets en œuvre, que ce soit dans le cadre de ton boulot actuellement ou que ce soit même dans le cadre de ton privé ou d'activité privée, en fait, d'aller reconnecter en fait avec des savoir-faire, des savoir-être que tu as, mais que tu ne mobilises peut-être plus. Ou alors qu'il s'agit de les recycler dans un projet professionnel qui ferait beaucoup plus sens pour toi. Et c'est ça, probablement, moi, ma première invitation, c'est plutôt de te dire, ok, attends, j'entends ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que d'abord, tu reprends conscience des compétences que tu as, parce que tu en as, tu as un boulot depuis 9 ans, mais où est-ce que tu décides de les investir ? Où est-ce que au service de quoi, de quel projet tu décides de les mettre? Et en fait, tu réaliseras que soit tu vas réutiliser les mêmes compétences, soit tu vas peut-être en développer de nouvelles et que ça va te permettre en fait de recréer une mise en mouvement. Et la troisième chose, et là c'est peut-être vraiment plus un moi à ta place, ce que j'aurais fait ici, c'est que voilà, 9 ans dans un boulot, il y a un petit côté un peu, on devient un peu une plante, tu vois, on s'enracine bien comme il faut. Mais peut-être que justement d'aller un tout petit peu pousser des nouvelles portes. Et j'entends par là, c'est peut-être assez compliqué là tout de suite de se dire, allez,
je back mon job, je vais prendre un nouveau boulot. Peut-être pas ça, mais peut-être tout doucement aller faire une petite observation ici, aller dans un petit événement, peut-être se dire, OK, pendant quelques temps, je vais faire un petit volontariat sur le côté de mon boulot pour pouvoir un tout petit peu voir des nouvelles choses, me frotter à des nouveaux environnements qui sont peut-être plus justes pour moi, plus intéressants et qui me permettront du coup de mobiliser peut-être des nouvelles compétences ou différemment. Mais de juste aller tout doucement, pas regarder la montagne, Joël, pas regarder le grand changement drastique de dire j'ai envie d'aller là, non, mais de faire vraiment tout doucement ce petit pas, se dire ok, finalement pour aller là, qu'est-ce que je peux commencer tout doucement à mettre en œuvre, qu'est-ce que je peux commencer à déconstruire. Et dans ce que tu viens de nous partager, oui, d'être accompagné par des coachs, d'arriver peut-être à faire des ateliers qui viennent un tout petit peu clarifier des nouveaux projets professionnels ou voir comment est-ce que tu peux recycler tes compétences, c'est vraiment l'invitation que j'aurais tendance à te donner. Merci de ton partage, merci beaucoup. Il me semble, Manon, que c'est le moment où on va présenter quand même un tout petit peu ce que nous faisons chez Cocorico. Absolument. Déjà, merci en tout cas pour les beaux partages qu'on a eus. C'est vraiment très chouette, très important pour nous d'avoir ce retour. Alors, donc, à travers ce premier encart, on vous a déjà donné un petit preview, un petit teasing des questions en fait, qui nous animent, nous, chez Cocorico, au sein de l'équipe. Et ce qui nous donne aussi envie de se lever tous les matins et d'aller bosser avec joie. Vous avez eu un avant-goût des exercices que l'on propose, des réflexions, mais aussi justement là, du partage et de la force du collectif. Justement, Janita, par rapport à ça, tu peux nous dire un petit peu plus sur l'approche que nous avons au sein de Cocorico ? Oui, alors justement, c'est avant de vous présenter les ateliers, moi j'ai quand même envie de vous partager la roue du changement. La roue du changement, c'est vraiment une roue qui a été inventée par un psychologue américain, Hudson. En fait, il s'est rendu compte que dans tout processus de changement, en fait, on passe par des étapes bien précises. Et ça marche très très bien aussi dans le cadre justement d'une reconversion professionnelle ici, c'est de se dire en fait que tout commence d'abord par une rupture. La rupture de, il y a un avant et il y a un après. Il y a un moment, je dis, là, j'en peux plus en fait. Là, c'est plus possible. Et c'est vraiment cette rupture qui va vous permettre en fait de passer le cap et de se dire, là, il faut que quelque chose change. Ok. Alors, c'est pas confortable du tout. Ça, on est bien d'accord. Hein, je suis très bien placée pour vous en parler. Si vous venez à mes ateliers, vous verrez que je vous parlerai un peu plus de moi. Manon pourra vous expliquer son expérience. Julie pourra vous expliquer son expérience. C'est pas des moments extrêmement confortables. On passe vraiment par ces moments de deuil aussi où il faut vraiment accueillir toutes sortes d'émotions pas super confort. Mais c'est ce qui va vous permettre en fait de vraiment faire un bilan. Et ça répond un peu aussi à ta question, hein, Joël, de se dire, voilà, finalement, aujourd'hui, je suis avec quoi ? Je suis avec quoi en termes de compétences, en termes de ce que j'ai fait, en termes de où est-ce que je suis allée, d'où je viens, où est-ce que potentiellement je souhaiterais aller. Donc, c'était vraiment ce temps, en fait, où vous allez maturer et intégrer finalement votre réflexion, votre nouveau projet. Et donc, ça va vraiment, une fois qu'on a dépassé un tout petit peu ce temps de bilan, on va vraiment arriver sur cette phase un peu de créativité, où là, on va pouvoir être en mesure de rééclore, on va dire, d'être dans une définition de projet, pour pouvoir ensuite le mettre en place, pour pouvoir vraiment prendre son envol dans ce nouveau projet professionnel, qu'il soit en termes de projet indépendant, qu'il soit en termes de projet salarial, ça marche pour tout, vraiment. Et la volonté, en fait, l'intention chez nous, chez Cocorico, c'est vraiment de vous accompagner dans ce processus de changement. Donc, on a vraiment aujourd'hui designé des ateliers qui vous amènent, en fait, qui vous accompagnent, qui vous tiennent par la main à travers ce processus de changement. Donc, le premier, c'est ce dont je parlais à demi-mot à l'instant, Joël, c'est exploration de soi. Et je te laisse la main peut-être, Manon, pour expliquer ce premier atelier. Oui, donc exploration de soi, c'est un atelier qui s'adresse aux personnes qui se sentent perdues, qui ne savent pas du tout quoi faire de leur vie, vraiment un peu bloquées, ou au contraire les personnes qui ont 36 idées, qui veulent aller dans tous les sens, mais doivent un petit peu se canaliser et savoir par quoi commencer. Et donc l'idée, c'est de ressortir de l'atelier en étant connecté à ses aspirations profondes et en fait y voir plus clair sur son avenir professionnel. Donc, nous vous proposons en fait 2 formules. Une formule en semaine, donc ça part sur 5 matinées, donc du lundi au vendredi de 9h à 13h, ou une formule week-end, donc le vendredi soir, 18h, 21h, et les samedis et dimanches en journée, donc de 9h30 à 17h30. Le prix pour ces ateliers donc, est de 395 €. Et nous avons déjà donc, un premier atelier qui s'ouvre à partir d'avril, donc c'est du 25 au 29 sur Bruxelles.
Nous avons déjà un atelier week-end qui a lieu, donc justement ce week-end, mais qui est déjà complet. Je laisse maintenant la parole à Janita pour l'atelier Move On. Et donc, l'atelier Move On, c'est un peu mon chouchou parce qu'on l'a co-créé l'année dernière avec Stéphanie, qui est une autre facilitatrice chez Cocorico. Et donc là, on avance un tout petit peu sur la route du changement. Donc là, vous avez un projet concrètement. En tout cas, vous avez un rêve, vous avez vraiment quelque chose qui est là, dans vos fonds de tiroir, on va dire, mais vous n'arrivez pas à passer l'action. Vous êtes vraiment un peu bloqué comme ça, difficulté à vous mettre en mouvement, vous procrastinez, vous sentez que ça ne marche pas, que vous n'arrivez pas. Et ici, moi, voilà, c'est un atelier qu'on a toujours du mal un peu à promouvoir parce que c'est compliqué, c'est un peu intangible. C'est vraiment pendant tout le processus, ça se passe sur 4 après-midi qui est réparti sur un mois. J'ai mis 5 parce qu'ici, il y a aussi un petit follow-up qu'on vous propose par la suite, mais c'est vraiment 4 après-midi d'atelier. On va vraiment ensemble aller identifier les blocages, un peu ce qu'on a fait ici, mais plus en profondeur. On va aller lever les freins. On va cultiver la posture de confiance pour pouvoir passer vraiment à l'action. Et donc, on est dans quelque chose d'un peu plus méta, où on va vraiment mettre un peu les différences. C'est vraiment une approche qui est tête, cœur et corps, où on va vraiment essayer d'aller à l'intérieur de vous-même pour essayer de pouvoir recréer ce mouvement, pour pouvoir recréer cette circulation d'énergie. Et j'ai vu dans le chat d'ailleurs, quelqu'un qui a dit, c'est Cindy, c'est Sophie, qui a parlé de se reconnecter à la joie. Moi, c'est hyper clé. Je trouve que voilà, quand on veut passer à l'action, quand on veut pouvoir avancer sur cette route du changement, c'est de pouvoir se reconnecter en fait à cette joie qui finalement est une énorme boussole qui est là, qui est très présente en nous pour savoir où aller et comment y aller. Et à écouter effectivement pour se mettre en mouvement. Donc ça, c'est vraiment l'intention de Move On. Et donc, ces 5 après-midi, c'est 350 € pour tout le processus. Et le prochain atelier, c'est les 12, 19, 26 avril et 3 mai à Bruxelles. Terminé, le job coaching. Donc, tout nouveau, tout récemment testé et approuvé. Donc là, c'est un atelier qui s'adresse vraiment à des personnes en recherche active d'emploi et qui ont déjà identifié précisément un job auquel postuler. Donc, il faut vraiment déjà être un petit peu avancé dans ce processus-là et être très précis dans ce vers quoi on veut aller. L'atelier est beaucoup plus concret, donc c'est sur l'outillage, donc la stratégie, refaire ses CV, la démotivation, entretien d'embauche. Donc, vraiment plus dans le concret et également travailler son mindset, et le tout de manière plutôt fun et alternative parce que voilà, chercher un boulot, ce n'est pas que rébarbatif. Par rapport à ça, donc on n'a pas encore de date de prévue. Ce sera dévoilé d'ici fin février, début mars. Donc, vous serez tenu au courant, évidemment, le plus rapidement possible. Et donc, on a évidemment la petite question qui est sur pour les personnes qui sont en difficulté. C'est important pour nous, effectivement, que le budget ne soit pas un frein. On propose des possibilités de paiement échelonné chez Cocorico, donc n'hésitez pas. Puis, de toute manière, une adresse email, n'hésitez jamais à venir vers nous, à nous parler. On est des êtres humains, du coup, avec toutes ces réalités bien en tête. Donc, il ne faut jamais hésiter à nous laisser un petit message dans ce cas-là. Donc, merci pour ta question, Cindy. C'est très chouette. Et donc, du coup, sur nos ateliers, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant de se quitter auxquelles on peut répondre avant de se séparer sur les ateliers. Alors, une idée des tarifs pour le job coaching. Très sincèrement, l'atelier est actuellement vraiment en construction. On est en train de le challenger. On a fait déjà un premier groupe test. Donc là, il est en vraiment, j'allais dire, as we speak, désolé, c'est mes anglicismes terribles, mais au moment où je vous parle, il est en cours de construction. Donc, on est en train de vraiment pouvoir évaluer ça. Par contre, voilà, on a l'intention, en tout cas, chez Cocorico, de rester dans ces tarifs autour des 400 € max. Donc, vous avez vu, c'est le cas de exploration de soi, Move On est un tout petit peu plus bas, donc on sera dans cet ordre de prix là, mais je ne peux pas vous assurer exactement le prix parce qu'on ne sait pas encore, est-ce que ça va être 5 jours, est-ce que ça va être plus, combien de facilitatrices ont besoin d'être présentes pour pouvoir encadrer le groupe. Donc c'est toutes des petites choses qu'on va devoir affiner avant de vous communiquer le prix, mais ça va vraiment être fait dans les prochains temps. D'ailleurs, avant que tout le monde se déconnecte, parce que j'imagine que certains doivent partir maintenant, on va vous donner rendez-vous pour le prochain rencard le 15 mars.
Ça sera notre second rencard. Il y avait une question tout à l'heure sur les différentes thématiques. On a plusieurs thématiques dans notre poche. Vous vous en doutez bien, parce qu'on a envie de pouvoir en tout cas aborder ces discussions et garder ce dialogue ouvert avec vous tous. Par contre, on ne va pas vous la faire découvrir tout de suite parce qu'on a bien peur que si on vous dit les choses, vous partez et puis vous ne revenez plus. Donc, nous aussi, on doit un peu jouer le jeu du marketing. Mais non, mais c'est surtout, on aimerait bien vous dévoiler. On a posé en fait les questions dans les formulaires, de voir aussi, de prendre un petit peu le pouls de qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Donc, tiens, mais quels sont vraiment les sujets qui vous, dans le cadre de votre transition professionnelle, vous intéressent? Qu'est-ce que vous voudriez voir traité dans le cadre des rencarts? Donc, faites-le, s'il vous plaît, parce que nous, ça nous permet vraiment de répondre et d'être au plus proche de vos besoins. Du coup, dans les quelques semaines, dans les 2 semaines, on vous dévoilera la thématique qu'on aura choisie par rapport à vos retours. Nous, on a passé un top moment avec vous. En tout cas, c'était un premier rendez-vous avec tous les enjeux que représente un premier rendez-vous, les enjeux techniques, les enjeux organisationnels, les prises de parole pour les premières fois devant tant de monde, n'est-ce pas, Manon? Mais on espère que vous avez passé un bon moment. On espère surtout qu'on vous a donné envie de venir pousser la porte du cocon tant qu'on est là pour venir nous découvrir nos ateliers, découvrir l'équipe. N'hésitez jamais à nous envoyer un petit mail, à venir nous poser des questions. En tout cas, nous, on est là. La mission de Cocorico, elle est vraiment portée dans le cœur de chaque personne qui travaille ici. C'est qu'on a envie de faire et de voir rayonner une société de happy workers où on fait émerger un nouveau monde du travail. Et donc, pour ça, il va sans dire qu'on a besoin de vous pour pouvoir le faire. Donc, n'hésitez pas à venir faire rayonner ce nouveau monde du travail avec nous. Parfait. Merci, Janita. Merci encore à tous. Et pour finir sur une jolie note, une petite citation sur laquelle méditer. Ah oui, merci. Une belle citation pour bien finir. Donc, ce qui me surprend chez l'homme, c'est qu'il perd sa santé pour accumuler de l'argent, puis dépense cet argent pour retrouver la santé. Et qu'à force de penser anxieusement au futur, il oublie le présent, de sorte qu'il ne finit par ne jamais vivre le présent. Les hommes vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Merci beaucoup de ce partage, Manon, et merci vraiment à tous. On a des messages super encourageants. C'est super cool de partager ces moments avec vous et on espère vraiment tous vous voir au second rencard. Ça sera une thématique très différente, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc, d'ici là, je vous souhaite une très, très belle fin de soirée et merci à tous pour votre participation. Bonne soirée. Merci à tous et à bientôt. Bonne soirée. Salut. Bye bye. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.